Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour la dernière de l'année. Cette semaine a été marquée par les décisions annoncées lors du Conseil des ministres. Les Algériens terminent l'année 2022 avec de bonnes nouvelles. En 2023, les salaires, les pensions de retraite, mais aussi les allocations de chômage seront revues à la hausse. Plus de 2,8 millions d'Algériens seront touchés par cette revalorisation. Comment cela va-t-il se faire? Qui sera réellement touché? À partir de quand ces augmentations seront réellement effectives? Nous poserons ces questions à nos invités. Le système national de santé doit être revu et réformé. Il a été également au cœur des préoccupations lors de ce Conseil des ministres. L'heure est au diagnostic et aux réformes. Nous tenterons de définir avec nos invités les dysfonctionnements du secteur et ses perspectives pour un système plus proche de ses patients et plus performant. Et nous avons voulu terminer cette année sur une note positive. Nous vous emmenons au sud du pays. Le Sahara algérien fait rêver et fait appel à l'imaginaire. Un potentiel hors norme, encore méconnu. Mais les choses bougent. Beaucoup tentent l'aventure pour découvrir cet espace immense qui recèle encore bien des mystères et plein de beauté. Nos invités tenteront de vendre ce soir cette destination. Ce sera notre dernier plateau. Mais pour commencer, nous allons parler de ces augmentations salariales. Nous avons sur notre plateau le plaisir d'accueillir M. Abdelaziz Faïd. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du budget au ministère des Finances. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et nous avons avec nous M. Mohamed Achir. Bonsoir. Bonsoir. Consultant en économie de Canal Algérie. Merci d'être avec nous, Mohamed Achir. Je vous remercie. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'ouvrir le débat avec nos invités, je vous propose de revenir en images et en chiffres sur ces dernières annonces et sur ces augmentations qui devront toucher 2,8 millions de fonctionnaires, comme je le disais, en 2023. La nouvelle année s'annonce sous d'heureux auspices avec des augmentations salariales conséquentes. Ces augmentations toucheront 2,8 millions de salariés entre fonctionnaires et contractuels, alors que les augmentations dans le secteur économique seront fixées par les conventions collectives entre l'opérateur et le partenaire social. Les salaires seront revalorisés au cours de 2023-2024 pour atteindre annuellement un seuil fixé entre 4 500 dinars et 8 500 dinars en fonction des catégories. À titre d'exemple, les enseignants qui bénéficieront d'une revalorisation de près de 13 500 dinars au cours des 2 prochaines années. Nous remercions le président de la République pour cette augmentation des salaires. Notre mode de vie s'améliore progressivement. Nous remercions le président de la République. Cette augmentation des salaires tombe à point nommé. Cette décision au profit des fonctionnaires permettra d'améliorer le niveau de vie des Algériens. Les retraités, quant à eux, qui perçoivent actuellement une pension de 4 000 à 10 000 dinars, verront leur pension passer à 11 000 dinars. Une revalorisation qui concernera 900 000 retraités, alors que 250 000 retraités verront leur pension de 15 000 dinars passer à 20 000 dinars. Le président de la République a tenu ses engagements, notamment vis-à-vis des retraités. C'est une grande décision que nous saluons. L'augmentation des salaires au profit des fonctionnaires et des retraités est une décision qui fait le bonheur de ces catégories de personnes. L'allocation chômage sera également revalorisée sur instruction du président de la République. Le nombre de bénéficiaires atteindra fin décembre 2022 1,9 million parmi les universitaires, les diplômés des institutions de formation et les non-diplômés. Ainsi, l'allocation chômage augmentera de 13 000 dinars net à 15 000 dinars, alors que les coûts de la couverture sanitaire des concernés seront pris en charge par l'État en attendant leur insertion dans le monde du travail. L'augmentation de l'allocation chômage est une bonne nouvelle. Le président de la République a tenu ses engagements et cela nous redonne de l'espoir. Le peuple est optimiste quant à l'avenir. C'est une bonne nouvelle, non seulement pour les jeunes au chômage, mais aussi pour les salariés. Par ailleurs, le ministre du Travail a fait savoir que des négociations sont en cours dans le secteur économique entre les partenaires sociaux et le patronat en vue de permettre aux travailleurs de bénéficier d'augmentations dans le cadre des conventions collectives.
Des augmentations très attendues, 14 ans après les dernières revalorisations salariales. Elles seront désormais effectives à partir de 2023. Elles se feront graduellement jusqu'en 2024. Ça touche donc aujourd'hui la fonction publique. Expliquez-nous, on parle d'abord d'être effective en 2023. Est-ce que ce sera effectif en janvier 2023 ou à partir de quand? Bien évidemment, c'est à partir du 1er janvier 2023 l'effet pécuniaire de ces augmentations. Mais permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir invité à cette émission pour donner un petit peu les explications par rapport à un certain nombre de mesures en matière d'amélioration des pouvoirs d'achat des Algériens qui sont prises récemment par les pouvoirs publics. Bien sûr, vous l'avez si bien dit, la dernière augmentation remonte au 1er janvier 2008, 14 ans après. Et donc il va falloir, il y a une détérioration du pouvoir d'achat. Donc il y a des mesures de rattrapage qui sont prises par les pouvoirs publics pour un petit peu améliorer les pouvoirs d'achat. Donc je rappelle tout simplement que la loi de finances 2023, qui a été bien sûr... qui est exceptionnel. Exceptionnel, effectivement, aussi bien dans son montant que dans la structure des dépenses. Elle est venue donc de 2 ans pratiquement par rapport suite aux décrises qu'a connu le pays, la crise de Covid et la crise économique qui ont impacté... mondiale, bien sûr, qui ont impacté négativement et substantiellement les pouvoirs d'achat des citoyens. Donc, cette loi de finances, il est venu justement pour un petit peu augmenter effectivement et améliorer les conditions de vie et bien sûr les revenus des citoyens. Donc dans son volet, dans ce cadre, il faut rappeler tout simplement qu'il y a des mesures qui sont prises et l'État, à travers d'abord le soutien des prix des produits de première nécessité, pour un petit peu, c'est le budget de l'État qui a amorti le choc des crises et bien sûr et d'augmentation des prix sur le marché international, notamment les prix de produits de première nécessité. Donc il y a 2 volets pour amortir ce choc. D'abord, le maintien des subventions, le maintien des soutiens, l'augmentation du budget des subventions. Le maintien de la politique de soutien qui a atteint dans le budget de loi de finances 2023 plus de 640 milliards de dinars. Destiné essentiellement, bien sûr, au blé, à l'huile, au lait, etc. Et les produits de première nécessité. Et pas de taxes, pas d'impôts évidemment, effectivement. Donc, il y a tout. Et surtout, le deuxième volet, c'est l'augmentation des salaires. Voilà, donc dans le Conseil des ministres du 25 décembre 2022, donc le président de la République a décidé d'augmenter substantiellement les rémunérations des fonctionnaires de la fonction publique. Oui. Alors, il était essentiel aujourd'hui de procéder à ces augmentations pour essayer de valoriser le pouvoir d'achat des Algériens qui ont été, vous le disiez tout à l'heure, laminés par l'inflation 14 ans après. Ça a été décidé de se faire graduellement. C'était nécessaire d'aller progressivement. Oui, justement, c'est une approche qui est, je dirais, rationnelle. Parce qu'injecter énormément d'argent dans un seul exercice économique ou bien budgétaire, ça pourrait risquer bien sûr une situation de surchauffe. D'autant plus que le budget est très important. Un budget de 13 786 milliards de dinars, l'équivalent pratiquement 600 milliards de dollars. Donc, échelonner ces augmentations sur plusieurs années, c'est-à-dire de façon à suivre aussi même le rythme de l'inflation. Donc, ce qui se fait un peu dans certains pays développés aussi, c'est-à-dire on rattrape à chaque fois le niveau de l'inflation par des augmentations progressives. Qu'il n'y ait pas cet écart de 14 ans effectivement, qui crée ce déséquilibre. L'écart est très important, 14 ans, donc il y a un cumul d'inflation, donc de perte de pouvoir d'achat. Donc certaines petites bourses, comme on dit, ont été pratiquement laminées, c'est-à-dire ils se retrouvent impuissants devant des marchés. Donc maintenant, il y a des mesures très importantes
importante d'augmentation des salaires, mais aussi sur le plan économique. Il a été bien souligné par M. Faïd. Donc il y a eu 2 ans pratiquement, je ne dirais pas de récession, mais d'arrêt d'activité. On se rappelle du confinement, on se rappelle quand même de perte de croissance l'année 2020, puis il y a eu une petite reprise en 2021. 2022, il y a eu la reprise à 4% de croissance, mais il y a nécessité de faire le rattrapage. Non seulement en termes d'abord de protection du pouvoir d'achat par voie d'encouragement de la demande globale et de la consommation, mais aussi par l'augmentation des dépenses d'équipement. Donc ce qu'on appelle des politiques économiques contracycliques qui interviennent dans les situations de crise, de choc. Et ce que même les pays européens, les pays développés ont appliqué pour faire face au choc de la crise de la Covid-19 qui est suivi par la suite d'un choc inflationniste important. C'est ce qui a motivé cette décision de le faire de manière graduelle, à ce que ce soit ressenti, que cela se fasse plus souvent, chaque année. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs même le président de la République. Tout à fait. Donc il faut rappeler que le président de la République s'est engagé au début de l'année 2022 d'augmenter les salaires. Donc cette préoccupation, elle est prise en charge dans la loi de finances 2021. Mais il faut rappeler aussi qu'avant ces augmentations qui vont venir, il y a déjà dans le passé un certain nombre de mesures qui ont été prises. L'IRG, par exemple le SNMG, à partir du 1er juin 2021. Revu à 20 000 dinars. 20 000 dinars. Il y a aussi donc les exonérations de revenus moins de 30 000 dinars des salariés, de tous les salariés qui a coûté à l'État approximativement 100 milliards de dinars. 100 milliards de dinars. Bien sûr, il y a une autre mesure en 2022 qui a été prise aussi, donc la révision du barème de l'IRG, qui a coûté à l'État une bagatelle de plus de 400 milliards de dinars. Bien sûr, secteur de la fonction publique et secteur économique privé et public, c'est-à-dire y compris. Bien sûr, il y a la troisième mesure qui a été prise également en 2022. C'est l'augmentation des salaires. Et l'allocation chômage d'abord, l'augmentation des salaires, donc, en revoyant le nombre de points indiciaires, donc augmenter de 50 points, de 50 points, donc, qui a aussi donc, coûté à l'État 220 milliards de dinars. Et plus l'allocation chômage de 13 000 dinars, qui aujourd'hui donc, à 1900 bénéficiaires. Donc, 1900 bénéficiaires et qui sera revu bien sûr à partir du 1er janvier à la hausse à 15 000 dinars. Et le nombre de bénéficiaires aussi peut également augmenter. 1 900 000 et on pense d'ici 2023 il sera dans les prévisions et il va augmenter jusqu'à 2 200 000. Alors expliquez-nous aujourd'hui, pour faire très simple, aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, qui sera réellement touché par ces augmentations? On parle de 2,8 millions de fonctionnaires et quelles sont les modalités d'augmentation de la grille des salaires des fonctionnaires? Alors, donc, effectivement, il y a 2 800 000 qui seront touchés par cette augmentation. Il y a 2 550 000 fonctionnaires de l'État et 350 000 agents publics qui travaillent dans les collectivités locales. Voilà, donc les collectivités locales, essentiellement les communes. Donc voici la population qui est concernée. Bien sûr, maintenant, quelle est la modalité de cette augmentation? Il y a 2 possibilités, soit d'augmenter la valeur du point indiciaire de 5 dinars par exemple, mais cette méthode a un inconvénient. C'est que ce sont les personnes, enfin les fonctionnaires qui ont le plus haut salaire qui vont bénéficier le plus. Donc on a opté pour la méthode qui a été déjà adoptée l'année passée en 2022, qui consiste à augmenter le nombre de points indiciaires. Donc l'année passée c'était 50 points et bien sûr parce que l'avantage de cette méthode, d'abord et surtout elle permet donc c'est les salaires le personnel, les fonctionnaires qui ont le plus bas et le moyen revenu qui vont bénéficier plus que ceux qui ont des salaires élevés. Et surtout, donc, ça permet aussi de garder l'harmonie du système de rémunération. Voilà, c'est pour cela qu'on a opté pour l'augmentation graduelle
du nombre de points indiciaires en 2 étapes. La première étape, c'est 2023, bien sûr, à partir du 1er janvier 2023. Et la deuxième étape, c'est à partir du 1er janvier 2024. C'est plus avantageux de revoir ainsi le nombre de points, de la valeur des points indiciaires, pour, comme le dit M. Faïd, favoriser les salaires les plus bas? Oui, c'est des choix qui ont été faits par le ministère des Finances et par les pouvoirs publics. Donc certainement, certains syndicalistes revendiquent l'augmentation de la valeur du point indiciaire. Parce que 45 dinars le point, donc certains disent il faut 60 dinars, il faut 55 dinars. Donc là, en tout cas, nombre de points, effectivement, ça permet quand même de ne pas créer des écarts en termes de rémunération, donc de garder un peu la grille en équilibre par rapport au grade, par rapport aux échelons, etc., de chaque catégorie. Mais je pense qu'il faudrait continuer dans cette démarche d'augmentation annuelle. D'ailleurs, même le président de la République a souligné ça. Cela devrait se faire chaque année. Et les augmentations seront chaque année, donc pour pouvoir rattraper un peu, c'est-à-dire la perte de pouvoir d'achat qui est enregistrée depuis quand même des années. Et puis aussi, surtout pour améliorer un peu le cadre de vie en général. Parce que la question ne doit pas se limiter seulement aux revenus, au salaire. Mais il y a tout un cadre de vie pour les fonctionnaires, surtout que le président de la République a parlé du secteur de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, tout ça. Donc nécessite quand même un cadre plus incitatif, un cadre, c'est-à-dire qui leur permettra de vivre dignement. Et puis les mesures aussi touchant un peu aux retraités, c'est très important également. C'est toute la dignité aussi. Un retraité ne peut pas toucher 8 000 dinars au moins, donc 15 000 dinars au moins, ça arrive dans la dignité. Donc les choix qui sont faits sur le plan économique qui sont très intéressants du moment que ça rentre surtout dans la consolidation de tout ce qui est développement social, dans le développement humain. L'Algérie est classée première en Afrique du Nord en termes d'IDH, indice de développement humain, et tout ça c'est grâce aux transferts sociaux, c'est grâce aussi à cette politique sociale de l'État. Donc il faut continuer parce qu'il a un impact sur la croissance économique. Il y a des écoles maintenant économiques, Amartya Sen, etc., qui font, c'est-à-dire évaluer un peu l'impact du bien-être sur même la croissance économique, sur la productivité. Mais oui, c'est aussi pour tirer la croissance économique vers le haut. Aujourd'hui, c'est aussi à travers la consommation qu'on peut l'atteindre. Alors, la masse salariale prévue devrait atteindre les 4 629 milliards de dinars l'année prochaine, ce qui représente un peu plus de 47% du budget du fonctionnement. Est-ce que c'est soutenable ? Bien évidemment, d'abord pour revenir à la question qui a été abordée par M. Achir concernant le développement humain. Je rappelle tout simplement que le secteur de développement humain a bénéficié dans le budget de 2023 de 30% du budget. Pour vous dire l'importance qui est accordée par les pouvoirs publics à ce secteur de développement humain. Et parce que, comme vous le savez, à partir du 1er janvier 2023, on va engager des grandes réformes en profondeur. C'est surtout la mère des réformes structurelles. La réforme structurelle de l'État, c'est la réforme budgétaire qui consiste à passer de gestion de budget moyen vers ce qu'on appelle gestion axée sur le résultat ou bien budget. C'est sur ce nouveau mode de gestion que la loi de finances 2023 a été établie. Et à ce niveau-là, donc. Et on sait très bien que les réformes, quelle que soit leur profondeur, quelle que soit leur complexité, quelle que soit leur nature, ils doivent, qui ne tiennent pas compte de l'élément humain, c'est une réforme qui est fatalement vouée à l'échec. Oui, c'est pour cela que l'attention particulière qui a été accordée à ce secteur-là de développement humain, à travers le budget, bien sûr, à travers les dotations qui lui sont consacrées, et bien évidemment aussi, surtout, les mesures d'augmentation salariale. L'élément humain est central dans la réforme. C'est pour cela qu'il ne peut pas y avoir de développement, il ne peut pas y
avoir de relance économique, il ne peut pas y avoir de réforme si on ne prend pas en considération cet élément-là. Et les pouvoirs publics, justement, ont pris conscience de cet enjeu. Et c'est pour cela que les mesures qui sont proposées aujourd'hui, que sont par la loi de finances et puis les mesures, bien sûr, prises lors du Conseil des ministres, vont y aller dans ce sens, et bien évidemment d'améliorer surtout le cadre de vie de façon générale du citoyen. Alors ça concerne aujourd'hui les fonctionnaires ou le personnel de la fonction publique. Comment ça va se passer pour les autres établissements publics, économiques, à caractère industriel et commercial? Est-ce qu'ils auront un régime particulier ou cela dépendra aussi de la situation financière de l'entreprise? Alors donc les augmentations qui sont décidées par le pouvoir public, bien sûr ça concerne, comme on l'a dit tout à l'heure, les fonctionnaires de la fonction publique, les 2 800 000 fonctionnaires. Pour les autres travailleurs du secteur économique, bien sûr, ça dépend des conventions collectives. Ça, c'est qui sera soumis à négociation après, qui seront soumis effectivement en fonction donc des capacités de chaque entreprise, etc. Voilà. Très bien. Et pour revenir sur cette soutenabilité, je vous le disais tout à l'heure, sur la masse salariale, qui représente 47% du budget du fonctionnement, d'autant que les prévisions des recettes ordinaires sont estimées à 4 603 milliards de dinars. Bien sûr, comme je l'ai dit au départ, le budget 2023, c'est un budget ambitieux et c'est un budget volontariste. Le plus important dans un budget, c'est pas le déficit, mais ce qui est fait de ce déficit. Et la notion de déficit n'est pas uniquement comptable. Et surtout, donc, il est d'abord un budget a une dimension d'abord sociale et économique et financière. Si un déficit comptable me permet d'améliorer le front social, d'améliorer les conditions de vie, qui me permettent d'y aller vers les grandes réformes, de lancer les grandes réformes, et bien sûr, c'est avec ces réformes-là que la richesse sera créée et qui va générer bien sûr par la suite des ressources fiscales. Mais on sait qu'aujourd'hui c'est surtout soutenu par des recettes fiscales pétrolières et pas ordinaires, c'est-à-dire que est-ce qu'on pourra tenir longtemps comme ça ou est-ce que c'est des mesures exceptionnelles? On sait que c'est des C'est des mesures exceptionnelles. Encore une fois, il ne faut pas perdre de vue qu'on vient de passer une crise très aiguë. Donc c'est une crise mondiale et on a besoin des actes de ce genre qui permettent de booster un petit peu dans l'avenir. Et bien sûr, ce qui est attendu à travers les réformes qui sont engagées dans le domaine économique, surtout l'industrie, l'agriculture, le tourisme, tous les secteurs qui vont connaître à partir du 1er janvier 2023, donc des réformes aussi. Et on espère avec ces réformes, il y aura bien sûr, ça va générer bien sûr de la richesse qui, à leur tour, bien sûr, il y aura de la fiscalité qui va financer pour demain, bien sûr, les salaires des fonctionnaires. Oui. Il y a aussi, je reprends un peu votre intervention tout à l'heure avant l'émission, c'est ce compte des charges exceptionnelles qui relève du ministère des Finances, qui prend en charge ces dépenses exceptionnelles. Achir. Oui, justement, il y a 1376 milliards de dinars de charges communes qui sont consacrées pour plusieurs opérations. Les dépenses exceptionnelles, le point indiciaire, les allocations chômage, les retraités, même la permanisation des contrats d'AEP, d'AES, effectivement. Il y a aussi un certain, même la régularisation des primes Covid. Donc on voit là justement quand même un compte assez important. On n'avait pas l'habitude de voir dans le compte du ministère des Finances quand même 1300 milliards de dinars, 1376 milliards de dinars. Donc en fait on s'interroge un peu sur la méthodologie de ce choix que vous avez fait. Certainement on parle sous le contrôle de M. Fayed. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. D'abord, vous me donnez l'occasion de dire que actuellement, à travers le budget 2023, on joue la transparence à outrance. Et puis, c'est l'occasion aussi de dire que le budget 2023, c'est un budget programme. C'est le budget, donc programme, budget résultat, budget de performance. Donc, il intervient, ce n'est plus comme le budget d'avant.
des budgets classiques où on voit du budget de fonctionnement et le budget d'équipement séparément. Maintenant, avec cette nouvelle méthodologie, avec cette nouvelle, j'allais dire, méthode de présentation du budget, il y a un changement dans les instruments budgétaires, où on trouve, par exemple, à partir de 2023, c'est que les budgets sont répartis entre 50 portefeuilles ministériels. Chaque ministre a son portefeuille de programme. Et on va trouver également 53 programmes et plus de 302 sous-programmes. C'est des programmes. Au niveau du ministère des Finances, il y a des programmes du ministère des Finances, à l'instar des autres ministres, donc des autres ministères, il y a l'administration générale. Enfin, uniquement l'ensemble des crédits affectés au ministre des Finances pour son fonctionnement, et bien sûr à l'instar des autres ministères. Il y a un autre, ce qu'on appelle un autre volet, un autre montant, ce qu'on appelle le budget non assigné. Voilà. Il y a les budgets les crédits assignés et les crédits non assignés. Les crédits assignés, ce sont les crédits qui sont affectés par la loi de finances. Il y a une partie de ce qu'on appelle des crédits qui ne sont pas assignés, qui sont gérés par le ministre des Finances pour le compte des autres ministères. Ça veut dire qu'on n'a pas pu répartir avant l'adoption de la loi de finances. Donc, c'est au cours de l'année, c'est qu'une fois qu'on a connu leur destination et leurs besoins, qu'on procède à la répartition de ces crédits-là. Oui, dans le montant que vous avez effectivement évoqué, on peut trouver, par exemple, à l'intérieur, l'augmentation des salaires. Parce qu'avant le 1er janvier, on ne connaissait pas d'abord et le montant des salaires et le niveau et bien sûr, il y a également le niveau d'augmentation. Maintenant qu'on connaît le niveau d'augmentation, un montant important sera réparti maintenant à partir de 1 entre les ministères pour un petit peu prendre en charge les salaires. Il en est de même pour l'indemnité chômage. Il en est de même aussi pour les autres indemnités, bien sûr qu'on n'a pas pu répartir avant et ajouter à cela, bien sûr, il y a un montant qui est affecté, ce qu'on appelle aux dépenses imprévues, dans la provision groupée, et ça existe dans tous les pays du monde. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que le budget 2023, c'est un budget qui est élaboré en toute transparence. Pour une fois, l'ensemble des dépenses des ministères donnés est visible, effectivement visible et lisible en toute transparence. Très bien, donc nouveau mode de gestion, transparence. Alors il nous reste 5 minutes pour clore ce débat. Pour terminer sur cette question, le fonctionnaire devra ressentir une augmentation de combien? On parle entre 4 500 dinars, 8 500 dinars brut, net. Alors, de quelle augmentation parlons? L'augmentation d'abord, comme on a dit, c'est en 2022, on a donné 50 points, on a augmenté de 50 points, le nombre de points indiciaires. 2023, on va connaître une augmentation de 75 points, bien sûr pour les fonctionnaires et agents contractuels. Et bien évidemment, il y a 35 points pour les postes supérieurs, parce que donc c'est une autre catégorie aussi. Et donc, il en est de même aussi pour 2024, 75 points et 35 points. Ça veut dire que à la fin de 2024, chaque fonctionnaire va bénéficier de 150 points. 150 points donc de plus, et bien sûr les postes supérieurs, ce sera 70 points. Donc, comment dirais-je, quel est le niveau de cette augmentation? C'est tout le monde qui attend la réponse à cette question. Bien sûr, je vais donner quelques exemples tout simplement. Par exemple, un ouvrier professionnel qui est bien sûr dans la catégorie 1, c'est la catégorie la plus basse dans la grille salariale, va bénéficier en 2023 4 500 dinars net. Si on ajoute bien sûr 2024, ce sera 9 000 dinars. Voilà, sur 2 années. Je prends un autre exemple. Pour un administrateur, catégorie 12, il va bénéficier de 5 300 dinars net en 2023. Et bien sûr le double en 2024. Je peux prendre aussi un autre exemple dans le domaine de la santé. Pour un paramédical catégorie 12, il va bénéficier de 5 600 dinars en 2023 et le double en 2024. Pour, bien sûr, un enseignant de l'école primaire, et donc il va bénéficier de 6 500 dinars.
Et bien sûr, 13 000 dinars en 2 ans. Pour un médecin généraliste, il va bénéficier de 6 200 dinars. 12 400 dinars sur 2 ans. Pour un professeur à l'université, il va bénéficier de 6 700 dinars durant une année 2023. Bien sûr, 13 200 pour 2024. Sur 2 années, pour 2024. Bien sûr, on peut aussi citer l'exemple les retraités. D'abord, pour les tuteurs des postes supérieurs, parce que c'est une bonification. Donc, il va bénéficier, un chef de bureau dans l'administration, il va bénéficier de 6 600 dinars net, encore une fois, en 2023. Mais il va falloir peut-être rappeler que l'ensemble de ces augmentations vont coûter à l'État une bagatelle de 650 milliards de dinars. 650 milliards de dinars. Bien sûr, si on ajoute ce qui a été donné, en 2022, le montant total de ces augmentations durant les 3 ans 2022, 2023 et 2024, on va atteindre 900 milliards de dinars. Ça représente à peu près donc une augmentation de 47%. 47% durant, c'est quelque chose d'extraordinaire, très très important pour... Et les primes, les indemnités aussi seront... Bien sûr, lorsqu'on dit net, bien sûr, y compris l'ensemble des primes et indemnités. Les primes mensuelles. Voilà. Des exemples pour les retraités, non? Alors, pour les retraités, donc j'ai quelques... voilà, la décision qui a été prise par les pouvoirs publics, c'est quelqu'un qui a mis d'abord ceux qui bénéficient, il faut distinguer ceux qui bénéficient d'allocation de retraite et ceux qui bénéficient de la pension de retraite. Ça veut dire l'allocation de retraite, ce sont ceux qui ont cotisé moins de 15 ans. Et qui, par exemple, il y a certaines pensions qui ne dépassent pas 4 000 dinars. Pour cette catégorie de retraités, l'augmentation peut y aller jusqu'à 11 000 dinars. Ça veut dire tous ceux qui ont moins de 15 000 seront augmentés jusqu'à 15 000. Pour l'autre catégorie de ce qu'on appelle les retraités, ceux qui ont une pension de retraite, plus de 15 000 bien sûr, l'augmentation va aller jusqu'à 20 000 dinars. Voilà, c'est ça les décisions qui sont... Un peu équilibrées avec le SNMG. C'est pratiquement, effectivement, voilà, donc ça équivaut le SNMG. Très bien. Merci. Pour soutenir tout ça, il faudra peut-être élargir l'assiette fiscale, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, justement, effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Faïd par rapport à la nouvelle méthodologie d'élaboration de la loi de finances selon la loi 1815 sur les lois organiques des finances. Moi-même, quand j'ai lu les documents de la loi de finances 2023, j'ai beaucoup appris par détail, etc. Donc, c'est une nouveauté et c'est une amélioration. Maintenant, le montant est très important. Donc, mais 13 786 milliards de dinars de dépenses entre équipement et fonctionnement. Donc maintenant, il va falloir justement créer un effet d'entraînement pour la croissance économique. Parce que même l'équipement, il est très important cette fois-ci. On n'en parle pas assez, mais 19 milliards de dinars d'équipement public, c'est très important avec un programme neuf de 2100 milliards de dinars. Donc cela, j'espère que maintenant, on ne va pas reproduire des erreurs comme même des années, des décennies, peut-être des 2 décennies précédentes, dans laquelle la politique volontariste de l'État ou bien tout ce qui est réalisation d'infrastructures ou bien ce qu'on appelle les politiques contracycliques, les politiques expansionnistes, ont créé très peu d'effets d'entraînement sur la croissance intensive, c'est-à-dire sur l'élargissement de l'offre domestique. Et l'enjeu maintenant, si on élargit l'offre domestique avec un contrôle bien entendu de nos importations, cela va nous créer de l'activité économique des entreprises, donc de la fiscalité ordinaire pour soutenir davantage les salaires de la fonction publique notamment. Merci M. Faïd d'avoir été présent ce soir avec nous sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième thématique sur la santé, le secteur de la santé entre diagnostic et perspective. Je vous propose de voir cet exemple de numérisation au niveau d'un CHU à Alger, la mine de Berrine, avec Yanis Saïd Belkacem, et on revient juste après pour le débat.
Le service des urgences chirurgicales du CHU Mohamed Lamine de Barine à Alger accueille pas moins de 200 patients par jour. Un important flux géré grâce à l'acquisition d'un nouveau système numérique censé réduire les délais d'attente et faciliter la prise en charge des malades. Nous sommes au centre d'accueil du service des urgences chirurgicales. Comme vous pouvez le remarquer, un nouvel appareil numérique a été installé pour gérer et orienter les patients selon leur cas. Grâce à cet appareil, le travail est simplifié et les rapports entre le médecin et les patients sont plus fluides. En une demi-heure, ديري l'échographie. Cela fait 3 ans que je fais des soins ici. Je ressens le changement et l'amélioration du service. C'est une bonne chose pour nous et pour l'établissement. Numériser les services des urgences était un défi relevé par la direction de la santé de la wilaya d'Alger. Tout a été refait à neuf. Les chambres des malades sont toutes équipées. Même les chambres des malades, elles sont équipées de couleurs. La numérisation entre dans le cadre de l'amélioration du secteur de la santé comme prévu par la tutelle. Elle se poursuivra jusqu'au premier semestre de l'année prochaine dans tous les centres hospitaliers à travers le territoire national. Et ce, dans la perspective d'améliorer les prestations sanitaires dispensées aux malades, leur garantir une prise en charge optimale et ainsi leur assurer une meilleure couverture médicale. Il faut savoir que plus de 61 milliards de dinars sont consacrés au secteur de la santé dans le cadre de la loi de finances 2023. On revient sur le plateau. Nos invités viennent de s'installer pour parler de cette réforme de la santé entre diagnostic et perspective. Nous accueillons le professeur Rachid Belhadj, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Moustapha Bacha. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons également avec nous professeur Majid Selmi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en économie de santé. Merci d'être avec nous sur le plateau. Et monsieur Achir continue et nous accompagne pour cette deuxième thématique. Le fonctionnement d'un système de santé nécessite des ressources humaines et financières, des informations, des fournitures, des moyens de transport et de communication, une orientation stratégique globale. Il doit fournir des services qui répondent aux besoins de la population et financièrement équitables. Nous avons eu des changements démographiques et épidémiologiques. Les besoins de santé de l'Algérie ont augmenté, ont évolué, ont changé. Aujourd'hui, notre système de santé ne répond plus forcément à ces besoins. Nous devons d'abord établir ce diagnostic, professeur Belhadj. Bon, effectivement, l'éternel problème d'un système de santé, c'est une formule complexe avec plusieurs variables. Mais heureusement, c'est des variables connues et qui peuvent être maîtrisables. Ce qu'a dit le président de la République. Voilà, qu'on ne doit pas repartir à zéro. Exactement. C'est-à-dire, on a déjà, il ne faut pas l'oublier, nous avons des ressources humaines, nous avons formé beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers, beaucoup de gestionnaires, on a construit beaucoup d'infrastructures, on a des facultés de médecine. Donc, on ne démarre pas de rien. Comme vous l'avez si bien dit, la santé devient une priorité de toutes les nations. Oui. La pandémie Covid nous a donné des leçons. Qui a tout remis en cause. Bien sûr, c'est des événements qui vont marquer l'histoire de l'humanité. Les 2 années. Donc, il y a eu, s'est développé ce concept de la sécurité sanitaire, comme la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire. Donc, nous, autant que professionnels de la santé, nous sommes en train de s'adapter en fonction de ces changements. Vous l'avez si bien dit, le cancer est là, il y a des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires. La population de 70 n'est pas la même, celle que des années 2000 et aussi n'est pas la même pour 2022. Il y a une croissance beaucoup aussi de la de changements à travers le monde. Le concept du bien-être en termes de santé a changé. Il y a l'avènement de l'informatique, du portable, tous ces facteurs. Il y a la pollution, il y a le changement du climat, il y a l'immigration. Il y a beaucoup d'événements qui ont impacté sur l'état de santé de l'individu en général et de notre population en particulier. Donc il fallait développer des programmes de santé. Pour cela, il faut des compétences. Je suis ravi d'être parmi des experts. Ça c'est important. Ce sont les produits de l'école algérienne, il ne faut pas l'oublier. Ça c'est important. Et nous avons compris, nous, en tant que professionnels, nous avons besoin, c'est-à-dire de l'aide de tout le monde. C'est un appel en tant que professionnels de la santé, que d'autres secteurs
nous aident, nous accompagnent pour réformer la santé. C'est ça, on a besoin de cette multisectorialité aujourd'hui pour avancer. On a compris que le système de santé ne concerne pas uniquement le ministère de la Santé, bien au contraire. Alors aujourd'hui, il faut d'abord connaître les dysfonctionnements peut-être de notre système pour pouvoir justement les améliorer. Tout à fait. Est-ce qu'ils sont ciblés? Je pense qu'ils sont connus aujourd'hui. Les acteurs de la santé ne cessent de les... J'ai énuméré pas mal de dysfonctionnements ayant trait donc au système de santé algérien. Mais si vous me permettez, d'abord, je vais faire une distinction entre le système de santé et le système de soins. Oui. Donc, le système de soins, c'est l'appareil de production de soins. Ce sont les structures de santé, les professionnels de santé. Par contre, le système de santé, lui, il est plus vaste. Il est plus vaste. Donc, le système de soins, c'est un élément du système de santé. Pourquoi je dis cela? Parce que, donc, il y aura des acteurs. C'est ces acteurs-là, on va en parler tout à l'heure. On va en parler. Oui. Donc, on va en parler des dysfonctionnements, justement, qui les caractérisent. Voilà pourquoi est-ce que je me permets un peu de faire un peu le discernement entre un système de soins et un système de santé. Maintenant, si on revient au dysfonctionnement, il y a beaucoup de dysfonctionnements, malheureusement. Vous avez un dysfonctionnement d'ordre organisationnel lié donc au niveau de soins. Nous avons les 4 niveaux de soins. Les 4 niveaux de soins. Nous avons des soins de premiers recours, des soins généraux, des soins spécialisés, des soins hautement spécialisés. Maintenant, cette hiérarchisation des niveaux de soins a mal fonctionné. Donc en dépit un peu de la stratégie algérienne. Donc maintenant, vous avez ces niveaux de soins mal fonctionné. Suite justement à la marginalisation des structures de soins légères, en dépit de la stratégie algérienne en matière de soins. Donc la stratégie algérienne, elle tourne autour de la prévention et des soins primaires. Oui. Donc voilà, si on peut parler du premier dysfonctionnement du système de santé. Maintenant, il y a un deuxième dysfonctionnement lié à l'instauration, à la période de la gratuité. C'est vrai que maintenant, cette période, elle est lointaine, mais elle a pesé de tout son poids un peu sur la période actuelle. Maintenant, il y a un relâchement. Donc, pendant la période 73 jusqu'à nos jours, d'ailleurs, il y a un relâchement, que ce soit de la gestion administrative, parce qu'on ne peut pas parler de la gestion à proprement parler, ou de la gestion médicale, même de la gestion médicale. Maintenant, il y a un relâchement qui s'est opéré suite à la mise en place de la gratuité. Ce relâchement a pesé considérablement sur la reprise en main. Par la suite, ces structures. Donc, on a du mal à reprendre. Avant 73, si je vous disais qu'avant 73, on arrivait à calculer la journée d'hospitalisation, le prix de la journée d'hospitalisation au niveau de nos structures publiques de santé, alors qu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire qu'on revient toujours à ce mode de gestion, à ce mode d'évaluation qui n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui a été pointé du doigt par le président de la République qui disait qu'on ne part pas de zéro, mais que le problème de gestion faisait défaut aujourd'hui dans le secteur de la santé. Tout à fait. Le management, il a été souligné, la question managérielle dans les structures de santé, c'est-à-dire même la question organisationnelle des différentes structures de santé, des établissements de santé. Donc il faudrait faire un effort important en termes managériels, parce que si on prend un peu les dotations budgétaires qui sont allouées par l'État annuellement dans le cadre de loi de finances, on remarque toujours une constante évolution et augmentation. Si je prends par exemple 3 années de référence ou bien 2 années de référence en termes budgétaires. Donc la santé a bénéficié dans la loi de finances initiale de 2022 439 milliards de dinars et elle a bénéficié pour 2023 681 milliards de dinars. Donc c'est une augmentation pratiquement de 60%. Donc en termes de budgétisation, en termes d'infrastructures, d'investissement, même dans l'équipement, on voit que 3,9% d'un programme important d'équipement qui est réservé à la santé. Mais maintenant, effectivement, en termes de gestion, de management, en termes aussi de stratégie intégrée et globale, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense aussi à la question de la numérisation, etc. Oui, oui, justement. On va en parler. On va en parler. Donc maintenant, la question économique se pose, bien entendu, mais M. Selmi, la pandémie de la Covid-19 aussi, a remis en cause à un certain degré la question économique.
pas dans le sens de la performance de gestion, etc., mais dans la question de la priorité des politiques publiques. Maintenant, c'est des pays européens qui considèrent que finalement, ils ont failli lorsqu'ils ont abandonné un peu leur politique publique de soutien au secteur de la santé et même aux activités de pharmaceutiques, etc., la production des médicaments. Et ça a créé cette dépendance. Et cette pandémie, justement, a montré à tout le monde que finalement, la santé est stratégique. C'est la sécurité sanitaire, comme il dit le professeur. Elle est stratégique et doit être une priorité. C'est la priorité des priorités parce que on ne peut pas, c'est-à-dire axer on parle du respect de la dignité humaine, ça fait partie de cela, justement. Et si en offrant un soin capable de prendre en charge ces préoccupations. Alors pour vous, professeur Belhadj, pour vous, les dossiers clés ne sont pas pris en charge comme la numérisation, la contractualisation, l'aspect humain, justement, cette relation entre patients, médecins. Aujourd'hui, tout est à revoir. C'est-à-dire, ça peut être pris, non. Il y a eu plusieurs programmes. Ça fait maintenant, ça fait 28 ans que je suis dans le secteur. Il y a eu des tentatives et des tentatives, mais on a toujours pas rattrapé par ces réalités de dysfonctionnement, ces formations, il y a plusieurs. Certes, maintenant, il y a des priorités. Même le ministre de la Santé a tracé une feuille de route. Il y a des priorités connues, telles qu'il y a urgence. Il faut numériser. Nous sommes les derniers de la classe par rapport aux autres secteurs. De l'État algérien. Ça impacte négativement le malade, le patient, le médecin. Vous ne pouvez pas gérer. Est-ce qu'on va demander à un DG d'une entreprise économique de gérer son secteur sans numérisation? On vous dit que ce n'est pas possible. La même chose qui se passe. Deuxièmement, l'humanisation est la meilleure prise en charge dont tous les citoyens se plaignent. Se plaignent de l'accueil, du suivi, du rendez-vous, la prise en charge, parce que c'est beau de dire, de poser le diagnostic, il faut vivre avec nous le quotidien des établissements de santé à travers le territoire national. Ça impacte la qualité des soins également. Le patient se retrouve à devoir lui-même... Troisième acteur qui est pris en charge aussi dans cette feuille de route et cette réflexion, le volet humain. Même M. Faye l'a si bien dit. C'est l'homme qui fait changer les choses, qui fait développer les programmes et pour atteindre le volet humain du secteur de la santé, tout le personnel de la santé, il n'est pas épuisé. C'est-à-dire nous subissons plein fouet. Ce que vous avez dit depuis 1973, etc., des changements, on a été toujours là, on était toujours présent dans tous les programmes et tous les malheurs qu'a touché l'Algérie. On était là, on a fait associer, inondations, épidémies, Covid. Le secteur de la santé est toujours là. Même le concept de soins. Et maintenant, il faut que l'Algérie soit aussi au diapason du développement scientifique. Vous citez pas qu'un petit exemple. Les soins, le transfert de soins à l'étranger, cette dépendance technologique. Monsieur le Président l'a si bien signalé, le problème de la production de médicaments, cette dépendance. Maintenant, ce n'est plus du paracétamol, c'est des nouvelles molécules de la chimiothérapie. On a vu la pénurie aujourd'hui qui touche nous sommes en train de subir d'une manière chronique. Ce n'est pas... C'est connu, ça fait 2 décennies, 3 décennies, nous subissons d'une manière cyclique. Et il y a aussi d'autres facteurs qu'il faut, dans le management des ressources humaines, il faut lutter contre le gaspillage, l'absentéisme, l'évaluation. Et puis le départ aussi des médecins, peut-être vers le secteur privé et aussi vers des pays étrangers. Ces derniers temps, la situation commence à devenir très, très inquiétante. C'est-à-dire, autant qu'universitaire, au niveau de nos facultés, quand même nous avons 15 facultés, nous formons des médecins, du paramédical, c'est des bacheliers avec 15-16, ce n'est plus le bachelier qui a un niveau terminal. Tous les universitaires, on doit les sauvegarder. Ça, c'est une priorité. Vous ne pouvez pas lâcher quelqu'un qu'on a bien formé, il est bien éduqué, un bon niveau, il aime son pays, il part à l'étranger. C'est-à-dire qu'il faut les motiver avec un salaire conséquent aussi derrière, salarial et cadre de travail également. Le cadre de travail, environnement social, l'accompagnement, la formation. Un médecin veut se développer. Il faut une formation aussi continue, professeur Selmi. Justement, il faut moderniser notre approche, notre système de santé, en ayant aussi accès aux nouvelles technologies, aux nouveaux traitements, puisque ça impacte la qualité des soins aussi chez nous. Oui, tout à fait. Bon, je ne sais pas si je vais continuer un peu dans les dysfonctionnements que j'ai énumérés. Non, mais pour répondre à la problématique que le professeur Belhadj vient de poser. Il faut investir dans l'homme, dans le capital humain, et c'est la priorité, et puis dans la formation continue. Vous savez que maintenant on est dans une nouvelle ère, donc c'est pas la formation de base qui prime, c'est la formation continue.
Ça veut dire qu'en sortant, les cadres, quand ils sortent de l'université, ils sont pas, bon, je dirais pas qu'ils sont pas bien formés, ils sont formés, mais il leur faut du recyclage, du perfectionnement. Donc c'est le nouveau paradigme. Donc c'est des nouveaux paradigmes de la nouvelle économie. Donc voilà, c'est la qualification aujourd'hui sur laquelle il faut baser la formation. C'est le perfectionnement. Alors que maintenant, si on regarde un peu nos structures de santé, l'enveloppe financière un peu consacrée à la formation continue, les médiocres. Un CHU, ça peut aller sur 20 bourses par année. Voilà, c'est ça. 20 bourses, c'est pas suffisant. Et puis la science, le progrès de la science. Il y a la science qui évolue, il y a le progrès de la science, ça évolue très vite. Donc je me suis amusé avec mes étudiants, comme j'interviens au niveau de l'ENMAS un jour, donc en matière de publication en médecine, il y a des millions de publications chaque année. Donc voilà, ça c'est... Il faut favoriser quoi? Les jumelages aujourd'hui pour essayer un peu de réduire cette fuite de nos compétences? Je pense qu'il faut une approche multisectorielle, c'est-à-dire plusieurs secteurs, plusieurs ministères qui doivent intervenir. Il faut une stratégie nationale globale, une stratégie de long terme, parce que c'est une stratégie de sécurité nationale aussi, la santé. On n'est pas à l'abri des pandémies. J'ai déjà discuté avec M. Behaj sur cette question. On ne sait pas qu'est-ce qui arrivera demain. Donc, le monde change. Donc, il faudrait une stratégie globale. D'abord, il faut un système d'articulation entre le système de santé et le système de couverture sociale. C'est très important aussi. Et puis, orienter la recherche scientifique, la recherche et développement par rapport à la production des médicaments. Parce que la mondialisation du bien de la santé a piégé tout le monde, a piégé même les pays développés lors de la pandémie. Donc maintenant, et la mondialisation justement, dont la mobilité des personnes, l'immigration et nos attaques, parce que ça permet quand même d'aspirer un peu notre compétence, nos capital humain. Donc c'est pour cette raison que ça doit être la priorité des priorités, avec une stratégie nationale cohérente et globale qui va viser plusieurs volets de système de santé national et de couverture sociale, mais aussi y aller surtout sur cette numérisation. Il y a des expériences, je pense, moi-même j'ai encadré des étudiants de master dans le cadre de la spécialité de M. Selmi qui ont travaillé sur la télémédecine. Donc ça commence à donner des fruits entre certains CHU quand même, surtout avec des CHU, des hôpitaux du Sud. Donc développer une numérisation, développer la télémédecine, maintenir l'enjeu le plus important, c'est de maintenir nos cadres, nos radiologues ici, nos spécialistes. Parce que c'est une question, j'ai dit, investir dans le capital humain, ça revient toujours. C'est le capital et le bien-être. Parce que pourquoi aussi? C'est multisectoriel aussi le médecin. Le médecin, le praticien de la santé, etc., le paramédical, il vit dans un cadre. Comme un enseignant de l'éducation, il a un cadre. Donc il faut améliorer ce cadre. Et il faut il doit faire bon vivre. Voilà, dans le milieu professionnel. C'est pas bon vivre justement dans notre système de santé. C'est tout ça, parce qu'après tout, on peut régler la question des salaires. Mais est-ce que c'est suffisant? Le cadre de travail également, justement, doit suivre. La gestion alors, des services de santé se caractérise par une centralisation excessive et rigide. Aujourd'hui, le manque d'autonomie dans la gestion aussi impacte la situation dans laquelle se trouve... Effectivement, nous, en tant que professionnels, en tant que professeurs, nous avons des conseils scientifiques, des conseils médicaux dans chaque établissement. Nous essayons de collaborer avec les gestionnaires. Chaque année, de faire un programme, etc. Mais même les gestionnaires eux-mêmes, aussi les gestionnaires, il faut bien le payer. Il faut l'encadrer, il faut le former. Et quelqu'un qui gère des milliards, vous lui donnez un salaire, il y a quelque chose d'anormal. Ça fait partie du dysfonctionnement. C'est qu'il faut créer des mécanismes d'épargne, donner aux professeurs, aux chefs de service, aux responsables, que chacun, dans le cadre de l'évaluation, on doit évaluer un chef de service au bout d'une année. S'il travaille bien, s'il a un bon rendement, s'il est bien payé aussi, il faut encourager ces gens-là, ceux qui maîtrisent. Il n'y a pas de système de contrôle et d'évaluation. C'est-à-dire, si vous opérez 100 malades, quelqu'un qui opère 1000 malades, ils ont le même salaire, même prime de rendement, même... Il faut encourager les gens, notamment les gens qui participent au développement de la médecine algérienne, qui diminuent le nombre de transferts de malades. Même ces établissements-là, il faut les indexer. Justement, le président de la République a eu l'occasion, tant rêvé, ça fait longtemps qu'on attend, la révision de nos statuts. Absolument. C'est dans nos statuts, justement, qu'on va soulever
M. Faïd a donné quelques chiffres tout à l'heure, mais nos solutions, ça va être dans la révision de nos statuts, de nos régimes indemnitaires. Et là, on demandera justement à indexer nos actes, nos établissements, pour pouvoir développer l'amitié nigérienne, parce que le concept de la santé mondiale a complètement changé. Croyez-moi, maintenant, ce n'est plus les maladies à transmission hydrique, etc. Il y a le cancer qui est là, il y a des maladies auto-immunes, il y a les malformations, il y a la greffe. Je l'ai toujours dit, mon souhait, c'est de voir dans 20 ans un jeune Algérien formé par la faculté de médecine algérienne faire la greffe d'organes et de prendre en charge ses concitoyens ici en Algérie. Développer aussi nos formations, l'enseignement supérieur doit suivre également. D'où le plan, avec ça c'est sûr. Les nouvelles spécialités. Notre tutelle, c'est l'enseignement supérieur. On a un manque cruel de spécialités. Ça, c'est les échanges. Ce sont les échanges avec d'autres pays et l'idée de créer des hôpitaux, des méga CHU mixtes. Spécialisés aussi. Ça va nous aider. C'est une chance pour nous d'essayer de former ces compétences-là ici en Algérie, les accompagner, mais des vérités. Si on va former quelqu'un qui va greffer, on ne va pas lui donner un salaire de... Il faudra aussi le retenir et lui Exactement. offrir Il faut trouver des mécanismes que les économistes, que le juriste, que d'autres secteurs, la fonction publique. On est dans la gestion des CHU. Il faut voir les difficultés rencontrées par les gestionnaires. Pour les finances, de révision, les contrôles financiers, ce n'est pas aussi simple. Non, on n'a pas dit que c'était ça. Pas aussi simple. Mais aujourd'hui, le secteur public de soins est confronté à un manque de moyens extrêmement pénalisant. Le budget de la santé, en grande partie, sert à la rémunération des personnels. Oui, tout à fait. À un moment donné, c'était 93. Quand j'ai fait ma thèse de magistrat, c'était 93% du budget qui est affecté à la dépense en personnel. Ce que préconise l'OMS, par contre, c'est 50 à 60%. Ça veut dire que la masse salariale, ça ne doit pas excéder les 50 à 60% du budget global d'un établissement de santé. Alors qu'on a lu que 70%, 73%, il y a des pics de 93%, comme je disais. Mais maintenant, que reste-t-il pour les autres rubriques de dépenses? C'est maintenant une seule rubrique de dépenses absorbe à elle seule 70% du budget. Alors nous sommes devant une situation, justement, cette pénurie fréquente de moyens médicaux. Alors ça part du petit matériel, du consommable. Aujourd'hui, on se retrouve où le malade est obligé d'acheter lui-même ses propres pansements, pratiquement bandages. On se retrouve vraiment avec des pénuries terribles, la détérioration des conditions d'hébergement des malades hospitalisés, le mauvais entretien des locaux et des équipements, et également le départ des personnels. On en parle depuis tout à l'heure. Donc comment agir sur cela, justement, puisque la plus grande partie du budget sert seulement à payer le personnel de la santé? Vous savez, dans d'autres pays, il y a des projets, ce qu'on appelle le projet d'établissement. Un établissement ne peut pas fonctionner. Vous savez, nos structures, ils sont cantonnées à consommer un budget qui émane de l'administration centrale. Cette exécution se fait selon des règles administratives. Il ne faut plus continuer de la sorte. Il faut créer la richesse. Bien sûr, voilà. Il faut un projet. Chaque établissement, il doit se fixer des objectifs à atteindre. Que ce soit un programme de santé, on revient toujours à cette nécessité, c'est prévu dans la loi de finances, d'aller vers ce nouveau mode de gestion, l'atteinte d'objectifs et de programmes. Vous savez, aux États-Unis, on ne vous donne pas les moyens de financement si vous n'avez pas une démarche qualité, vous n'avez pas une démarche pour sécuriser le patient au niveau d'un hôpital. On ne vous donne pas les moyens de financement. Les moyens de financement doivent être accordés. Cette affectation doit être assortie on doit préalablement se fixer des objectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve à répondre à des situations d'urgence. Exact, c'est-à-dire ce qui humainement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une stratégie sur le long terme. Parfois, nous sommes un petit peu gênés, déontologiquement, éthiquement. Mais ce qui est sûr, le secteur, je l'ai dit au début, c'est une formule très complexe. Pas aussi évident. Pour ça, ça demande aussi du temps. La baguette magique n'existe pas. Aucun économiste, même si on vous donne beaucoup d'argent, on va tripler nos salaires, ça ne va pas régler le problème. Ça ne règle pas le problème de gestion, l'évaluation, des statuts. Ça demande du temps, mais avec de la compétence algérienne, avec des cadres algériens, avec une vision algérienne. Mais il faut y aller. Nous avons fait des propositions d'y aller crescendo, créer des établissements à caractère mixte. Il ne faut pas oublier aussi le secteur privé.
Oui. Dans le secteur de la santé, dans tous les pays du monde, le secteur entre le public et le privé, qui soit très important. Les compagnies d'assurance. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est le contraire, c'est-à-dire que les patients se retrouvent obligés d'aller vers le privé parce que nos CHU ont des pannes, ont des pannes de moyens techniques. On l'a dit, nous, c'est pas normal qu'à minuit, dans un CHU, quelqu'un se déplace faire son bilan à côté d'un établissement qui a 5 pièces, qui génère la richesse à coût de milliards. C'est pas normal. Et nous avons un nombre, beaucoup d'infrastructures, beaucoup de compétences, et on est là à tourner en rond dans nos problèmes qui se répètent chaque année. Cette panne récurrente de nos moyens techniques, c'est-à-dire qu'on revient à la compétence aussi qualifiée qu'on n'a pas. Il y a le management, madame. C'est de l'entretien, c'est la sécurité, c'est l'hygiène. C'est les normes. On discute du parking, l'accès à l'hôpital. Tout cela, vous ne pouvez pas avoir un CHU de renommée indexé qui n'a pas de scanner. Et vous n'arrivez pas à gérer le parking. Il y a des normes quand même. Les économistes connaissent bien ces normes-là. Et ces normes, vous avez des normes de superficie, des normes d'équipement, des normes de personnel. Oui. Alors, il y a justement un dysfonctionnement lié à l'évaluation. Vous savez que la seule évaluation qui existe en Algérie, c'est l'évaluation des activités. On évalue les activités. Alors qu'il y a tant d'autres évaluations. Croyez-vous, on a acheté un scanner, ça fait 2 années au CHU Mustapha, un scanner nouveau pour pallier justement aux demandes. Eh bien, il y a la pandémie. Et elle est tombée en panne hier parce qu'on faisait presque 200 scanners par jour pendant des 2 années. Donc il y a aussi le management du matériel, management du matériel, l'entretien. Elles ne sont toujours tributaires des firmes. Pourquoi dans le secteur privé ça ne tombe pas en panne? Le secteur privé, ils n'ont pas une cadence. Ils ont un entretien. Ils prévoient la panne, par exemple, le privé. Il fait tout pour que ça redémarre. Mais est-ce que nous avons les compétences, justement, qui peuvent assurer l'entretien et le suivi de Il faut les former. Matériel? Malheureusement, nous avons des représentants algériens ici. Et le ministère de la Santé a organisé récemment justement un séminaire sur la gestion des équipements au niveau de là. C'est énorme. On chiffre ce que l'État a déboursé comme budget pour les équipements, c'est incroyable. Aucun pays des pays voisins n'arrive même pas le 1/3 qui a été dépensé. Mais il faut le gérer. Justement, comment trouver une solution de donner à ces managers leur statut quand même. Vous ne pouvez pas gérer des milliards, quelqu'un vous lui donner un salaire de 80 milliards. Malgré tous les efforts fournis par l'État, aujourd'hui, ça ne se ressent pas sur la qualité des soins prodigués. C'est-à-dire, même en termes de réalisation d'infrastructures, on a des salles de soins, des centres de soins, des EPSP, des EPH, des EHS, des CHU. Des facultés de médecine. Des facultés de médecine. Donc, en termes d'investissement infrastructurel, l'État a fait un grand effort. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques problèmes de déserts médicaux pour certaines régions. Dans tous les pays du monde, ça existe. Ça existe partout, surtout en termes de couverture, surtout en personnel. Même au centre, on a construit des EPSP parfois sans garde, sans etc. Donc il y a des problèmes. Mais en termes maintenant, le problème se pose dans le choix et l'allocation de ces ressources. Donc c'est le choix, donc c'est un peu des questions de rationalité. Bien entendu, on doit être un peu averti sur le plan philosophique, même si la santé, elle n'a pas de prix. Mais elle a un coût. Donc là aussi, on ne doit pas être, c'est-à-dire, on ne doit pas démarrer avec le prisme économiciste. Il y a le volontarisme public, c'est la santé, etc. Mais bien entendu, le management doit être, c'est-à-dire le cheval de bataille de structures de santé à tous les niveaux. Et justement, en parlant de la loi de finances, la nouvelle méthodologie, il y a ce qu'on appelle les rapports de priorité d'action, prioriser les actions. Et ces rapports doivent démarrer de la base. C'est-à-dire au niveau des petites structures qu'on peut retrouver dans une commune, ils doivent réellement planifier les besoins, planifier les objectifs avec des indicateurs de performance. Bien sûr, avec l'évaluation des moyens, des besoins des moyens en personnel, en personnel médical, etc. Et l'évaluation aussi des budgétisations financières nécessaires. C'est pour cette raison que la réforme aussi de la comptabilité publique quand même est nécessaire.
si on reste avec les systèmes de chapitres, le système d'articles et puis les transferts, il y a un problème parce qu'on ne peut pas gérer de la même façon une structure sanitaire et une commune ou bien une autre structure de service public. Donc il y a des spécificités de chaque structure, donc il faudrait que la comptabilité publique, les finances publiques accompagnent, c'est-à-dire les besoins de gestion de ces structures sanitaires. Oui, monsieur Majid Selmi, alors on l'a compris, hein, aujourd'hui, même la gestion hospitalière est obsolète, même dans l'acte médical. Aujourd'hui. On ne peut pas parler de gestion, on parle d'administration, hein, une gestion administrative. Mais parler de gestion, les gestions doivent avoir des marges de manœuvre. Leur marge de manœuvre, justement, sont extrêmement réduites. Bon, il nous reste quelques minutes pour clore. Si vous permettez, je reviens un peu sur ces aspects matériels. Donc, c'est vrai que maintenant, l'Algérie a longtemps investi dans les aspects matériels, dans la réalisation de salles, de soins, d'infrastructures sanitaires, d'équipements. Mais maintenant, il est temps que l'effort fourni, que l'effort soit orienté vers les aspects immatériels. Les aspects immatériels, maintenant, vous savez, sous d'autres ressources, ce sont ces aspects immatériels qui comptent. Vous pourrez investir dans l'homme, dans la ressource humaine, investir dans la formation continue, investir dans l'éthique, dans les NTIC, les nouvelles technologies de l'information. Oui. À l'exemple des systèmes d'information, il faut un système d'information hospitalier, un système d'information sanitaire, il faut une télémédecine, des réseaux de soins, il faut la recherche et le développement, les biotechnologies, vous avez la sécurité sanitaire. Je dirais que la sécurité sanitaire fait partie intégrante de la sécurité du pays, de la souveraineté nationale, et puis la veille sanitaire, et j'en passe. Alors, M. Belhadj, pour clore, aujourd'hui, je disais, même l'acte médical devient obsolète chez nous. Vous l'avez tout si bien dit, le volet humain. Oui. Nous avons grand espoir, tout le personnel de la santé, dans la révision de nos statuts, pour essayer de trouver une solution afin de trouver une solution à l'algérien dans notre système de santé, parce qu'on peut l'oublier. Nous avons des spécificités sociales dans notre système de santé. On ne peut pas copier un autre modèle dans tous les... D'adapter Exactement. Toujours, d'adapter, ça demande du temps. Nous sommes conscients, mais on a une urgence d'arrêter cette hémorragie du personnel, notamment spécialisé vers l'étranger. Oui. C'est possible. Si vous permettez, justement, si pour rebondir un peu dans le même sens, j'ai énuméré un dysfonctionnement lié à l'insuffisance de recours au potentiel national. Il faut recourir au potentiel national. Ah oui, nous avons, dans une logique bien sûr de souveraineté, de la problématique de la sécurité sanitaire, il faut investir, recourir le plus souvent donc, au potentiel national, avec tout ce que ce terme renferme comme sens. Oui. Pour ne plus dépendre, aujourd'hui, on disait des médicaments, de moyens techniques, on l'a vu, on le ressent. Aujourd'hui, pour parler du personnel, ça touche tout le personnel, paramédical, de l'ambulancier. Voilà. De l'ambulancier jusqu'au professeur chef de service, en passant par le gestionnaire du secteur de la santé. Oui. Il faut justement se focaliser sur le côté humain, le valoriser et aussi le former et l'évaluer. Oui. Il y a des choses aussi qui se passe dans le secteur de la santé, qu'on doit lutter contre l'absentéisme, contre le gaspillage. Oui. Il faut quand même, il y a des choses... La numérisation va aider énormément ce secteur à gérer ses coûts, c'est-à-dire à éviter des gaspillages. Ça devient priorité. Et surtout le dossier médical. Ça offre cette transparence et cette fluidité aussi dans le traitement de l'information. Éviter le nomadisme, par exemple, médical. Donc, avoir un dossier médical numérisé, avoir un système d'information nationale. Et bien entendu, il faut des sécurités de données. Il faut aussi une sécurité informatique. Et il faudrait placer le CHU au sommet aujourd'hui de la pyramide. Bien sûr, dans la pyramide de nos systèmes de santé, dans tous les pays du monde, les CHU sont au sommet d'un système de santé. Mais pas, il y a une organisation, mais il y a un concept aussi nouveau, il faut que le citoyen participe à sauvegarder et développer le système de santé, parce qu'il est le premier bénéficiaire. Ce n'est pas lui, sa famille, son enfant, c'est ça. Il faut que le citoyen nous aide à accompagner le secteur de la santé par un comportement humain, un comportement civilisé, respectueux. Il doit veiller aux infrastructures sanitaires, d'être patient, les gardes, les attentes. En fait, il faudrait déjà qu'il y ait un cadre peut-être qui soit rassurant aussi pour le patient, parce que quand on se retrouve face à des pannes, face à un manque d'analyse, face à un manque de personnel,
peut-être, on ne va pas justifier le comportement. Nous sommes là, nous gérons au quotidien justement la souffrance de l'homme. C'est ça, nous essayons tous de les développer. Ça, c'est certain. Merci. Alors vraiment, en quelques secondes, on arrive au terme de... Juste quelques secondes. Mais bon, on parle du développement un peu de la numérisation. Il faut développer la numérisation, mais il faut développer les métiers qui vont avec. Oui, il y a des nouveaux métiers. Vous savez, avec l'éthique, il y a des métiers qui naissent et des métiers qui disparaissent. Donc, il y a des nouveaux métiers en santé qu'il faut développer. Donc, c'est des préalables. C'est comme pour la médecine, il y a des évolutions, il y a la recherche dans laquelle il faut investir. On investit très peu dans la recherche aujourd'hui. C'est ce qui crée notre dépendance et notre retard. En médecine, il y a, on a dénombré 53 spécialités différentes à travers les facultés de médecine. Et ça va en augmentation. Tout se développe. Nous avons plein de formations qui manquent chez nous. Il y a la chirurgie dentaire, il y a la pharmacie, il y a beaucoup de choses qui se développent. Nous avons ces compétences, je vous dis 15 facultés. On a les capacités humaines, les infrastructures à faire un pas vers l'avant pour améliorer notre système de santé. Et avoir un meilleur équilibre, peut-être aussi avec les autres régions du sud du pays, ne pas tout centraliser au niveau... Nous avons une loi sanitaire, il y a une carte sanitaire, il faut créer une complémentarité, mais il n'y a pas mieux pour veiller, c'est la numérisation. C'est ça, pour orienter le malade et les concepts pouvoir gérer le flux. Télémédecine, vous n'avez pas de télémédecine. On peut aider, mais dans nos statuts que nous avons proposés, si quelqu'un, on met un autre professeur, il est là à donner des diagnostics, il faut le payer aussi. Et si des équipes se déplacent vers le sud, il faut les payer, il faut bien le payer, il faut le prendre en charge. C'est des choses qui nous manquent. Ces mécanismes-là qui manquent, malheureusement, dans la gestion, dans le management du secteur de la santé. Merci messieurs. On arrive au terme de notre temps puisque nous avons une autre thématique qui vient juste après. Merci d'avoir fait l'effort de venir ce soir. Je sais que vous aviez eu beaucoup de contraintes. Merci aussi à vous d'avoir participé à notre émission. On va essayer de terminer un peu sur une note positive. On a beaucoup parlé de problèmes de santé pour cette deuxième thématique. On va parler du tourisme saharien. Le Sahara, clé de voûte du tourisme algérien. La question se pose. On va en tout cas vous faire découvrir un circuit touristique dans le sud de notre pays. On revient juste après. Le charme des circuits touristiques dans le désert algérien est de pouvoir passer d'un site à l'autre dans cette immensité désertique presque extraterrestre. Seules les stations rupestres nous rappellent que l'homme a immortalisé son passage grâce à ses gravures et peintures. Ici, on a un site de Oued Nahar. Oued Nahar, ça veut dire c'est l'élian. Avant, les Touaregs, ils ont vu beaucoup de l'élian ici. C'est pour ça qu'ils ont appelé Oued Nahar, lieu de l'élian. Sillonner ces immenses étendues désertiques nous donne la sensation d'être seul au monde. Mais les rencontres entre les groupes de touristes sont fréquentes. Entre passionnés du désert ou initiés, le contact est facile. C'est la magie des lieux qui opère. J'ai déjà fait ce tour il y a 19 ans. Donc j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai offert ce voyage à mon épouse pour ses 60 ans. Parce qu'elle rêvait de voir le désert. Et je sais que le désert algérien est un des plus beaux au monde, voire le plus beau. هذا العام اللي رانا فيه دوك 2018 بدات التحيه من جديد باسكو علاه بداو يجونا من كل جهه بدينا نفتحوا لي سورس اللي كنا لي كونتاكت اللي كانوا عندنا زمان بداو يتصلوا بينا بداو يسقسوا علينا باسكو كي شافوا الناس تاع العاصمه يحبطوا لنا نديروا لي سيركو هنايا هما ثاني عطاوهم شغلهم بون ايماج باش يعاودوا لالجيري مازال باش يعاودوا مازال الجانب باش يديروا لي فواياج افونتير. Moi, je suis une passionnée déjà de nature, de grands espaces, donc je vais pas mal voyager. Et grâce à mon travail, j'ai rencontré une Algérienne donc, qui m'a parlé de son pays, du désert surtout, évidemment. Et comme moi, j'aime beaucoup les déserts, je me suis décidée pour Janet. Quand j'ai vu rien que la leaflette du voyage organisé, ça m'a vraiment donné envie. Et je pense que je reviendrai, quoi. صحيح واحد il a pas de l'habitude pour passer 7 jours ou 8 jours en bivouac.
دونك مع الصبر مع الناس اللي مشاو معنا بالصبر لازم ترونسفيرتي لي ميساج بلي هذه هي البيفوك، لازم تحس بلي راك مع الصحراء، لازم تحس بلي راك مع ماليها مع لي تواريغ مع دي زامي اي تو باش قنعوا بلي سي سا بلوس دو سا لي سيت نتاعنا باش تشوفهم لازم كل ليله تبات في بلاصه باش تشوف لي بانتور ريبيسور دي غرافيور دي بيزاج، لازم تفوت هذيك لي سيجور لازم. Pour moi, Janet, c'est une envoûtante. C'est une mystérieuse. Je suis là pour la découvrir et j'ai des projets. Alors il y a tellement de choses à dire d'un côté et paradoxalement il n'y a pas grand chose à dire parce qu'on est tellement ébahis qu'on ne trouve pas de mots justes pour décrire ce qu'on vit. En 3 mots, bien, ça va être oui, époustouflant, majestueux. J'en ai pas de troisième. Voilà. Plus de 7 millions de touristes algériens vivant à l'étranger représentent aujourd'hui un potentiel important pour l'avenir du tourisme en Algérie. Découvrir le pays et vivre une sensation unique dans un Sahara qui s'étend sur des espaces vastes et variés. Oasis, dunes, gravures et peintures rupestres, traditions locales, vivre un partage avec les populations locales sont autant d'atouts attirant aujourd'hui des adeptes du dépaysement total partout dans le monde. Taman Rasset, Janet, Timimoun, Tarit, un tourisme de découverte, de détente, de spiritualité où l'on finit par se découvrir et vivre en paix avec soi-même. Pour ceux qui sont en quête de paix, de sérénité, la destination est toute trouvée. On remercie Hichem Daou pour ce sujet. On accueille pour ce dernier plateau Madame Saliha Nasrbey, bonsoir. Vous êtes directrice de l'Office national du tourisme. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et on a avec nous M. Khalil Moula, bonsoir. Vous êtes un gérant d'une agence de voyage, Nbougiou. Exactement. Le terme en lui-même est très significatif, donc qui signifie bouger. Voilà, une start-up spécialisée dans les activités touristiques, aventurières et culturelles en Algérie. On essaie de promouvoir le tourisme en Algérie. On le voit à travers les réseaux sociaux, on va en parler. Alors on ne cessera jamais de le répéter. Notre Sahara est le plus grand désert au monde, le plus riche, le plus diversifié sur le plan de gisement touristique. On parle du Tassili Nadjer, de la Hagar, du Hogar, des oasis. Nous avons une variété extraordinaire, beaucoup d'autres régions fascinantes, mais méconnues. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le tourisme saharien est la clé de voûte du tourisme algérien, qu'il faut miser dessus? Oui, il faut le dire clairement. Avant de commencer, si vous permettez, nous saluons et nous apprécions à sa juste valeur la décision prise par les pouvoirs publics aujourd'hui. Donc, concernant la facilitation pour le visa, l'obtention du visa. Sur l'approbation des modalités d'octroi de visa pour les touristes étrangers qui désirent visiter le Sud, surtout le Sud, et bien sûr par l'intermédiaire d'agences de voyage agréées. Pourquoi on salue tout ça? Parce que c'est pour encadrer la profession, c'est pour garantir promouvoir un séjour le tourisme, promouvoir, parce que l'octroi des visas a été une des problématiques. Problématique pour le développement du tourisme. Donc ça va sûrement booster la destination saharienne et en même temps booster le développement du tourisme en Algérie en général. Oui, et même au niveau du transport, il y a eu aussi des nouveautés, des vols directs, on va y arriver. Mais d'abord, on va essayer de vendre aujourd'hui du rêve. Comment aujourd'hui faire en sorte justement que la destination de notre Sahara soit une destination qui se place dans les marchés mondiaux, parce qu'il y a une forte concurrence. Comment vendre aujourd'hui notre image ? De toutes les façons, il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis. D'abord par notre département ministériel, et puis donc il y a eu la promotion du tourisme en général reste tributaire donc d'une synergie d'efforts de tous les acteurs, de tous les intervenants dans le fait touristique et surtout des professionnels. Donc voilà, on ne cesse jamais de faire la promotion, que ce soit la promotion institutionnelle ou peut-être la promotion directe ou indirecte, via les clients, via les réseaux sociaux, via nos jeunes aussi qui sont très très actifs dans ce créneau-là. Et puis, tout se construit petit à petit et maintenant nous sommes en train d'enregistrer quand même
une reprise de l'activité touristique, le tourisme en Algérie commence à bouger. Post-Covid. Donc au début de l'année, c'était timidement avec la 4e vague, etc. Mais par la suite, il y a eu une relance. Et puis, nous avons noté que cette année a été exceptionnelle, touristiquement parlant, que ce soit d'abord par la saison estivale, qui a été aussi pour celle du Sud, elle vient de débuter. Et pour celle du Sud, non, elle a quand même débuté. D'abord, il y a eu des prémices, il y a eu donc des préparatifs, à commencer par l'organisation du Salon international du tourisme, qui était à la veille donc, du lancement de cette saison, et puis qui avait comme produit phare dans l'exposition le tourisme saharien, qui était présent. Il y avait un zoom sur le tourisme saharien parce qu'on préparait la saison, parce qu'on incitait les gens à découvrir donc ce Sahara fabuleux. Et puis par la suite, nous avons organisé des éductours. Nous avons de très belles images qui illustrent justement ce que vous dites. Oui, c'est juste. Et nous avons organisé des éductours au profit d'agences de voyage, de journalistes étrangers. Il y a eu donc un feedback, il y a eu un impact. Par la suite, nous avons organisé un autre éductour pour le marché russe, où il y avait aussi une présence donc assez importante. On va voir les marchés que nous devons cibler, mais d'abord on va rester sur... Non, c'est-à-dire je suis en train de parler de ce qui a été fait pour arriver à ce fruit, à ce résultat. Nous avons noté donc... un intérêt particulier, que ce soit des citoyens, des nationaux ou des étrangers. Il n'y a pas une semaine qui passe où on n'a pas des hôtels qui affichent complet, et c'est que du bonheur. Alors justement, c'est peut-être la période phare sur laquelle on peut miser aujourd'hui avec les fêtes de fin d'année. Beaucoup partent au sud du pays. Est-ce qu'il y a cet engouement justement? Est-ce qu'il y a une augmentation de l'engouement de nos locaux déjà et des étrangers? Oui, madame. Donc, depuis le lancement de la saison saharienne au mois d'octobre, nous bougeons principalement à fiche complète. Vous bougez beaucoup. On bouge beaucoup, principalement. Donc, on a eu en majorité pour ce qui est de la destination Grand Sud, 2 départs pour la Tamanrasset et 2 départs pour ce qui est de Janet. Les 2 affichés complets, et il y a toujours une liste d'attente. Et on est en train de travailler avec d'autres agences de voyage où on s'échange certains clients pour pouvoir répondre aux besoins qui ne cessent d'augmenter. Pour la fin d'année, d'ailleurs, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai reçu 3-4 appels qui demandaient est-ce qu'il y avait une possibilité de descendre à Janet pour justement fêter les fêtes de fin d'année. Mais pas que Janet, il faut savoir, pas que Janet, pas que Tamanrasset, il y a Biskra, Ghardaya, Menea, il y a beaucoup de... C'est très vaste, c'est très large. Le sud en lui-même, il y a les ports du désert et le Grand Sud. Donc il ne faut pas oublier ces régions-là qui sont très très demandées. Nous avons aussi un départ sur Biskra on l'a lancé, c'était pas prévu, vu qu'il y avait une certaine demande, donc on l'a lancé justement pour répondre à certaines demandes de nos clients qui voulaient faire un peu le désert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'hésite pas à partir à l'aventure, parce que c'est vraiment cela, c'est passer des nuits à la Belle Étoile, c'est faire beaucoup de randonnées, de marches. Vous parlez de liste d'attente aujourd'hui, cela c'est aussi freiné peut-être par nos structures d'accueil, nos infrastructures. Est-ce que c'est cela qui freine un petit peu sincèrement, pour ceux qui veulent faire le désert et le grand désert, c'est vraiment le tourisme d'aventure. Donc on ne cherche pas le luxe. On veut juste aller se reposer, changer, profiter des paysages et revenir. Beaucoup ont essayé, beaucoup ont aimé, et c'est devenu, je dirais, une tradition. Moi personnellement, il me faut... Peut-être qu'il y a ce besoin aussi de cette plénitude, de cette sérénité qu'on retrouve. De s'échapper, exactement. Parce que sortir des réseaux, sortir des réseaux sociaux, sortir du réseau en général, et chercher une certaine dépaysement total. Exactement. Et puis rien que pour le ciel étoilé que nous avons au sud, moi je conseille cette destination, ça m'a toujours impressionné. On a l'impression presque de toucher les étoiles. Il faut savoir qu'on a aussi l'un des plus grands musées à ciel ouvert. Absolument. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Beaucoup de gens viennent ici justement pour voir ces peintures, ces gravures rupestres qui datent de milliers d'années. Donc il y a une richesse sur le plan culturel, historique, culturel, c'est-à-dire que le Sahara et sportif. Ça offre des potentialités énormes qu'il faut justement aujourd'hui valoriser. Exactement. C'est tout à fait ça. Donc le potentiel, il est là, il est exceptionnel de par la taille de notre Sahara, de par la diversité des paysages, de la culture, de l'histoire, de la préservation aussi des sites, parce que on doit préserver justement ces sites-là. C'est le rôle. Nous avons salué tout à l'heure. C'est-à-dire lier un peu l'activité touristique à l'environnement, aussi à la préservation de l'environnement. Mais il y a aussi, pourquoi on parle de...
il faut qu'on s'organise. C'est-à-dire, les touristes qui arrivent, bien sûr, il faut qu'ils... Même tout à l'heure... encadrés par des professionnels. Dans le communiqué, c'était clair qu'encadrés par des agences de voyage agréées. Oui. Et à ce moment-là, donc, la responsabilité est claire. Maintenant, celui qui veut aller à l'aventure, bien sûr, comme vous le dites. Mais voilà, donc, pour revenir au sud, donc, c'est majestueux, c'est magnifique. Et puis, quelqu'un disait que au sud, on apprend à être nous-mêmes. À nous découvrir, à être proche de la nature. On revient, c'est-à-dire à la base. Exactement. Et moi, j'ai vécu cette aventure, ça fait 10 jours, donc à l'occasion de l'inauguration du vol charter. Et puis là aussi, c'est une très bonne nouvelle aussi que nous avons accueillie, que la destination Algérie est revenue sur les catalogues des grands voyagistes à la recherche donc du dépaysement, à la recherche Ça fait appel à l'imaginaire un petit peu quand on parle du Sahara algérien. Exactement. Et puis ça a inspiré beaucoup d'écrivains, de poètes, aussi bien algériens qu'étrangers. Tout à fait. Et puis nous avons touché de près. Nous avons vu ces touristes qui étaient ébahis. Ils sont arrivés vers 4h du matin et puis à 9h ils étaient tout prêts à aller faire donc leur bivouac et passer 15 jours, 8 jours sous différentes formes. Donc il y avait Méharé, le trekking et les 4x4. Alors d'après le classement annuel de l'organisation britannique, la British Backpacker Society, publié en janvier 2020, l'Algérie possède le meilleur potentiel au monde en matière de tourisme d'aventure. Alors c'est une industrie, BBS est une organisation leader dans le tourisme d'aventure. Exactement. Donc aujourd'hui, nous pouvons miser sur ce tourisme qui est une richesse dormante quelque part chez nous. C'est le but, bouger, on est en train de travailler sur ça via la création de contenu en proposant justement... On essaie de diminuer un peu. Peut-être plus agressive en termes de marketing, en termes de vente d'image, en termes de promotion. Il faut qu'il y ait un travail d'équipe, principalement. Il faut que tout le monde s'y mette, justement pour promouvoir. Il faut savoir que le tourisme saharien, c'est juste 6 mois de l'année. Mais il faut travailler sur cette destination sur 12 mois de l'année. Donc il faut qu'on soit tous préparés à la fin de la saison pour la saison prochaine. Il faut qu'il y ait un travail... faut qu'on enchaîne, il faut que tout le monde s'y mette. Et pour ce qui est du tourisme d'aventure, nous possédons sur Taman Rasset l'une des meilleures voies d'escalade. Il y a une demande très importante pour ce qui est des voies d'escalade sur Taman Rasset. Nous ne parlons pas juste de bivouac, de trekking, etc. On parle du tourisme sportif. Sportif, exactement. Nous parlons aussi de l'ascension du plus haut sommet d'Algérie, le Tahat, le Tatatako. Et nous avons à Djanet l'un des plus beaux paysages pour ce qui est du plateau du Tassili Hogar, avec des peintures et gravures rupestres uniques dans le Grand Dieu, donc qui est très connu. Et le lever du soleil qui est aussi exceptionnel. Exactement. Moi, personnellement, je préfère le lever du soleil et il est juste unique là-bas. Exactement. Voilà, donc c'est pour ceux qui veulent vraiment l'aventure, le Grand Sud, c'est la destination à choisir. Alors justement, on parlait de ces mesures de facilitation qui ont été annoncées aujourd'hui par les pouvoirs publics. C'est important. Aujourd'hui, le visa bloqué, peut-être beaucoup de touristes pour venir chez nous en Algérie. Aujourd'hui, on parle de facilitation. Ça passera via les agences de voyage qui devront transmettre donc des listes au niveau du ministère du Tourisme. Ça va aider un petit peu à booster aussi, et puis aussi à travers le vol direct qu'il y a eu par Djanet. Nous, principalement, en tant qu'agence de voyage, nous avons eu un seul problème avec une demande de visa, mais ça a été, on va dire, un problème entre nous et la cliente. Mais la direction du tourisme d'Alger nous a vraiment facilité via les demandes. On devait juste écrire un petit tableau avec les noms, prénoms, passeports, etc. Et on envoyait tout ça à la direction du tourisme qui elle-même transmettait ça au ministère des Affaires étrangères, qui allait transmettre ça à l'ambassade. Prenait trop de temps. Mais maintenant, c'est vraiment simplifié. On a vraiment accueilli cette information avec... avec bravo, je ne sais pas comment expliquer ça. Ça concerne bien sûr les étrangers pour ceux qui veulent visiter le Grand Sud, principalement le Grand Sud. Voilà. Principalement le Grand Sud aujourd'hui. Ça a aidé justement un peu à attirer plus de monde vers notre pays, vers le sud algérien. Oui, c'est clair, parce que c'était ça la problématique. Du moins, ça va aider, c'est effectif à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, de toutes les façons, il y a eu quand même des facilitations, il faut pas. Donc il faut le dire, il y a eu des facilitations pour pouvoir donc déclencher ce vol direct, ce vol charter qui est hebdomadaire, faut-il le rappeler, et jusqu'à la fin mars.
Donc c'est aussi pourquoi je revenais juste parce que, comment dirais-je, c'est-à-dire on récolte donc les fruits. Parce qu'il y a une convention qui a été signée, on a vu donc la concrétisation de cette convention qui a été signée entre l'ONAT, notre tour opérateur public, et Point Afrique, qui est un grand voyagiste français, et puis Air Algérie. Donc c'est quand même c'est un très bon résultat de voir un charter hebdomadaire donc, qui ramène des touristes français. Et puis ce qu'on cherche quand on dit qu'on part au sud, on ne cherche pas, vous le disiez tout à l'heure, le luxe. Aujourd'hui c'est vraiment l'aventure. Et puis cette proximité aussi avec les locaux, avec cette culture locale que nous avons, parce que c'est un mode de vie complètement différent. Aujourd'hui, qui pousse à cette remise en question de soi. Et puis il faut aussi peut-être développer l'artisanat local aujourd'hui, ce qu'on recherche. De toutes les façons, c'est des lieux de vie, de mémoire, et aussi c'est des espaces donc de connaissances pour connaître notre passé. Donc, et puis le touriste, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche donc à découvrir des choses dont il n'a pas l'habitude de voir. Et puis aller chez l'habitant maintenant aussi, ça se démocratise aujourd'hui. Voilà, parce que notre souci, c'est que les retombées de ce tourisme vont directement vers la population locale. Parce que les produits, que ce soit culturels, que ce soit même les agriculteurs, c'est-à-dire pour tout ce qu'ils préparent et tout. Donc, tout ce qui est consommé là-bas est préparé par les locaux. Il est bio, il est naturel avec les locaux. Et bien sûr, on ne peut pas... sur le plan gastronomique, sur le plan de mode de vie, et puis la confection aussi des habitations, les habitations, tout est particulier. L'artisanat est un passage obligatoire pour tout touriste. Pour faire dire déjà les régions et attirer aussi les touristes. Et puis c'est une occasion de les attirer, c'est une occasion aussi d'aider ces artisans qui excellent donc dans leur travail. Et puis c'est leur gagne-pain aussi. Alors aujourd'hui, pour aborder l'attractivité d'une destination, ça revient à se questionner sur son positionnement sur le marché. Il faut savoir comment se placer aujourd'hui, pour qui nous voulons attirer. Peut-être qu'on a la proximité des pays occidentaux, aux alentours méditerranéens, mais vous parlez tout à l'heure des Russes, des Chinois aussi, des Américains peut-être qui veulent aussi venir ici, investir ici. Il faut savoir aussi se positionner sur ce marché qui, on va dire... marché très concurrentiel. Aujourd'hui, le tourisme avec des grands tours opérateurs, avec des grandes chaînes hôtelières. Aujourd'hui, comment... il faut savoir de quels produits aujourd'hui nous voulons mettre sur le marché. Sincèrement, c'est pas un tour de magie ou quelque chose qui est très compliqué. Il faut juste ramener un modèle et l'appliquer en Algérie. La plupart des déserts sont convoités par 100% des nationalités. Il faut juste bien communiquer et savoir vendre son produit via la création de contenu, ce qui a été fait par les réseaux sociaux. Ça aide aussi. Maintenant, pour moi, c'est les médias qui touchent le plus de personnes, le plus rentable, qui n'est pas cher, surtout, et qui touche une plus grande communauté. Il y a un retour très rapide, c'est-à-dire un feedback très rapide via les réseaux sociaux. Nous, donc, en tant que département ministériel, à travers l'Office national du tourisme, donc, nous avons un programme pour capter, si vous voulez, pour avoir une part des marchés, d'autres marchés donc asiatiques, européens, mais d'autres destinations, d'autres marchés. Nous pouvons monter aussi le russe, donc le marché russe, mais on va aussi vers la Croatie, la Bulgarie cette année, donc il y a beaucoup de nouveautés. Donc on va tenter, parce que c'est ça, il faut essayer de ratisser large et voir donc cet intérêt, et on est persuadé qu'il y aura de l'intérêt pour la destination Algérie parce qu'elle est unique en son genre. En premier lieu, il faut reprendre nos clients qui étaient là avant la destinée noire, donc il faut reprendre vraiment ces clients-là c'est ça, dans les années 70, 80. La destination Algérie était très connue pour le Grand, surtout la destination Grand Sud était vraiment une destination phare pour tout ce qui était la clientèle européenne. Après, déjà reprendre ces clients-là et élargir, comme a dit madame, vers d'autres nationalités et d'autres clientèles. C'est ça, en fait, il s'agit juste de retrouver sa place sur la carte mondiale du tourisme. Et puis la place, on ne peut pas l'avoir en étant absent. Il faut y aller. Il y a eu un vide, il faut pas. Il y a eu un vide, donc la chaise vide n'a jamais arrangé. Surtout avec le Covid, personne. Ça nous a pas arrangé. Exactement. Maintenant, il faut reprendre, il faut être, comme vous avez dit, agressif et vendre cette destination-là.
Voilà. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Aujourd'hui, en quelques mots, comment est-ce que vous pourriez faire la promotion du tourisme saharien? Comment est-ce que vous me vendriez cette image? Comment est-ce que vous me vendriez l'image du sud algérien pour me convaincre d'y aller? Moi, je vous dirais juste de regarder les vidéos de Mbogé. Les images par c'est la bonne promotion pour Mbogé. Oui, bien sûr. Et les retours des clients, surtout. Oui, voir les images, hein. Ouais, c'est le plus important. Parce que nous, ce qui nous motive à aller et avancer, etc., c'est vraiment les retours du client. On ne dit pas que 100% des circuits étaient parfaits, mais on apprend, chaque circuit nous apprend encore plus à se développer, à devenir, à nous améliorer, à appréhender les attentes des Exactement, des il faut savoir que les clients changent de maintenant. On découvre beaucoup plus de nouveaux clients qui sont peut-être, qui ne connaissent pas l'aventure, qui ne connaissent pas la destination Grand Sud, qui découvrent la destination Grand Sud. Peut-être il y a ceux qui adhèrent et ceux qui n'adhèrent pas. Il faut savoir. On ne peut pas plaire à tout le monde, la destination. Mais ça reste une destination qui ne peut pas passer inaperçu. Produits, de toute façon, qui peuvent intéresser les uns les autres. On doit conclure, je suis désolée. On doit rendre l'antenne. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. En tout cas, la destination du sud algérien est une destination des plus féeriques. On vous l'a montré en images et nos invités l'ont bien vendu. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Très bonne année à tous. Et on se retrouve mercredi prochain. Au revoir.